Pendant la ruée vers l'or, en Californie, la plupart des gens cherchaient de l'or. Lévi-Strauss, lui, il vendait des jeans aux mineurs. John Studebaker vendait des brouettes. Et Samuel Brannan, le premier millionnaire de la ruée vers l'or, ne cherchait pas une pépite. Il achetait tous les équipements miniers de la région et les revendait 10 fois plus cher. Aucun d'entre eux n'a jamais touché un gramme d'or. Et aujourd'hui, avec le quantique, on est exactement dans la même situation. Marché estimé à plus de 1000 milliards de dollars d'ici 2035. Et la question que tout le monde se pose, c'est quelle entreprise va trouver l'or? Mais la vraie question, c'est qui vend les pelles? Dans cette vidéo, on va décortiquer la structure réelle du marché quantique, non pas pour dire quoi acheter, mais plutôt pour donner une grille de lecture que la majorité des investisseurs retail n'ont pas. Lorsqu'une nouvelle technologie émerge, elle ne crée pas de valeur de façon uniforme. Elle crée des couches. Ceux qui construisent la technologie, ceux qui la rendent accessible, ceux qui développent les usages. Et l'histoire nous enseigne quelque chose d'important. Ce ne sont presque jamais les constructeurs qui captent le plus de valeur à long terme. Par exemple, dans le cas d'Internet, si vous regardez aujourd'hui où Alcatel se trouve, nulle part, en tout cas comparé à la valeur qu'Internet a créée, pourtant ils étaient les pionniers dans la fibre optique. Même chose pour Cisco. Cisco a construit l'infrastructure d'Internet dans les années 90 et pourtant son action a perdu 80% de sa valeur après les années 2000 et ne l'a jamais retrouvée. Pendant ce temps, Google, qui utilisait cette infrastructure, est devenue l'une des entreprises les plus valorisées de l'histoire. Dans le quantique, on peut structurer le marché en 3 grandes couches. On a d'abord le hardware, donc c'est la partie la plus visible et c'est de loin la plus risquée. Construire un ordinateur quantique, c'est maintenir des qubits dans un état de superposition à une température proche du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius, plus froid que l'espace interstellaire. Les coûts sont colossaux, les délais glissent et la technologie gagnante n'est pas encore connue. Ensuite, on a les plateformes. Donc les plateformes, c'est celles qui vont rendre la technologie accessible. Donc aujourd'hui, des mastodontes du cloud sont positionnés sur ce secteur, comme AWS, Microsoft Azure ou encore IBM. Et ensuite, on a la couche finale, donc les logiciels, les applications, ceux qui vont créer les usages finaux en se basant sur le calcul quantique. Pour en revenir au hardware, aujourd'hui, il y a 5 approches qui sont en compétition. On a celle d'IonQ avec les ions piégés, haute précision, presque 99,99% de fidélité sur ces circuits AQ64, mais c'est difficile à scaler. Ensuite, on a les supraconducteurs. C'est l'approche de Google et de Rigetti. Rapide, mais instable à température ambiante. Le chip Willow de Google a franchi en 2024 un seuil historique. Les erreurs diminuent quand on ajoute des qubits au lieu d'augmenter. Et ça, c'est game changer. Ensuite, on a le recuit quantique, c'est D-Wave. Limité à certains types de problèmes d'optimisation, mais déjà commercialisé avec des clients réels tels que Volkswagen, Mastercard ou Lockheed Martin. Ensuite, on a les atomes neutres, Cocorico. Donc ça, c'est Pascal, une pépite française, scalable, en expansion internationale et déjà intégrée à Azure Quantum. Et on a les qubits topologiques, c'est le pari de Microsoft avec Maronara 1, présenté en février 2025, la promesse des qubits naturellement protégés des erreurs. Mais la validation scientifique fait encore débat dans la communauté. Donc, on a 5 approches, 5 standards potentiels et personne ne sait encore laquelle va s'imposer. C'est exactement la situation du marché des ordinateurs personnels dans les années 70 avant que Windows ne gagne. La deuxième couche de ce secteur, c'est ceux qui rendent le quantique accessible sans avoir à le posséder.
Je parle d'AWS avec AWS Braket qui donne aujourd'hui accès à 6 fournisseurs de qubits différents sur une seule plateforme. Donc, très intéressant pour les entreprises qui veulent faire des tests et des expérimentations sur le quantique. Ensuite, on a Microsoft avec Azure Quantum qui connecte IonQ, Quantinuum, Rigetti et Pascal. IBM, quant à eux, ont construit Qiskit, un framework open source que 450 000 développeurs utilisent aujourd'hui pour programmer des ordinateurs quantiques. AWS l'intègre, Azure le supporte et IonQ construit dessus. Et voilà leur avantage structurel. Peu importe qui gagne le hardware, les plateformes facturent l'accès. Amazon a même documenté quelque chose d'intéressant en interne. Pour chaque heure de calcul quantique consommée sur Braket, 500 heures de calcul classique sont facturées en pré- et post-traitement. Vous imaginez? En d'autres termes, même si le quantique échoue à tenir ses promesses, AWS encaisse quand même. Troisième couche, c'est ceux qui développent les usages. Optimisation logistique, simulation nucléaire pour la pharmacie, modélisation financière, cryptographie post-quantique. C'est là que la valeur finale se concentrera. Mais c'est aussi la couche la plus lointaine dans le temps. Un exemple concret, en juin 2025, IonQ a collaboré avec AstraZeneca, AWS et Nvidia sur un problème réel de chimie pharmaceutique. Un calcul qui prenait des heures réalisé en quelques minutes. Ce n'était pas une démo de laboratoire, c'était un workflow de production réel. Et on commence à voir les premiers cas d'usage, mais la commercialisation à grande échelle, c'est encore dans 3 à 5 ans minimum selon les experts. Revenons à notre analogie. Dans l'IA, qui a le plus gagné à court terme? Pas les chercheurs qui ont développé les modèles, pas les startups qui ont construit les premières applications, mais plutôt Nvidia, qui vendait des GPU nécessaires à entraîner tous les modèles de tous les acteurs sans exception. Nvidia a vu son action multipliée par 10 entre 2022 et 2025, pendant que la plupart des startups IA brûlaient du cash. Dans le quantique, Nvidia joue déjà le même rôle avec son framework CUDA Quantum, qui est utilisé pour simuler des circuits quantiques sur des GPU classiques. IonQ l'utilise, Quantinuum l'intègre, Pascal construit dessus. Nvidia n'a pas besoin de parier sur une technologie quantique. Elle vend l'infrastructure dont toutes ont besoin. Comme l'a résumé un gestionnaire de fonds récemment, l'IA plus quantique, c'est une bombe nucléaire en termes de changement radical dans l'informatique. Pas de technologie indépendante, des technologies qui se multiplient l'une l'autre. Le hardware quantique, c'est séduisant, mais regardons les chiffres honnêtement. IonQ, capitalisation entre 6 et 16 milliards de dollars selon les périodes, pour des revenus guidés entre 82 et 100 millions en 2025. Les ratios sont complètement fous. Donc, les ratios price to sales sont autour de 120. D-Wave, le ratio price to sell est autour de 478. Rigetti, on dépasse les 1000. Qubit Quantum Computing Incorporated, là, ça devient carrément de la folie parce qu'on est autour des 1700. Pour référence, Palantir, l'une des valorisations les plus tendues des grands de la tech, est à x100. Donc, ce ne sont pas des arguments contre ces entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les acheter, mais ça signifie qu'il faut faire très, très attention parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, elles ne sont pas rentables, elles brûlent toutes du cash. C'est une invitation à regarder ces chiffres avant le narratif. Donc, ce que le marché fait en ce moment, c'est que le secteur quantique a connu une explosion en octobre 2024, portée notamment par l'annonce du chip Willow de Google, puis une correction sévère. Rigetti a perdu près de 40% de sa valeur en 3 mois. IonQ a reculé de beaucoup aussi sur cette même période, tout en restant en hausse de presque 81% sur l'année dernière, j'entends. Et on a vu
dans la vidéo sur les valeurs la semaine dernière que elle a fortement corrigé aussi la valeur IonQ. Donc aujourd'hui, on a moins 60% depuis les plus hauts. C'est la caractéristique de ces marchés en pleine émergence. Les mouvements sont amplifiés dans les deux sens, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc il faut faire très très attention. Et ça peut créer des points d'entrée intéressants, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation géopolitique qui est très, très instable. Donc, les premières qui seront vendues, ce sont les entreprises avec des ratios aussi débiles que ceux qui sont affichés ici. Et donc, ça peut créer des points d'entrée intéressants si on veut se positionner sur le long terme et si on croit à ce secteur. Maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus concrète. Comment faire une allocation sur ce secteur-là? Comment structurer son exposition au quantique? La logique qui revient le plus souvent chez les professionnels, c'est la suivante. 70% sur l'infrastructure, mais pas n'importe quel acteur, des gros mastodontes qui sont déjà positionnés dessus et qui ont du cash quasiment infini, en tout cas assez pour tenir sur le long terme. Donc ça va être du Nvidia, de l'IBM, Amazon, Microsoft, Google. Ils ont des revenus réels aujourd'hui, le risque est modéré et eux, ils gagnent quoi qu'il arrive, que ça soit sur le secteur de l'IA, sur le côté plateforme et même sur la partie infrastructure. Parce que comme je disais, ils ont assez de cash pour pouvoir investir sur des années et des années. 25% sur les pure players, comme du IonQ, D-Wave, Rigetti, avec un horizon de 3 à 5 ans. Par contre, ces entreprises, elles sont hautement spéculatives. Elles ne gagnent pas d'argent. Donc, quand on rentre là-dessus, il faut avoir un plan d'entrée, mais également un plan de sortie. Là où je vous dirais un IBM ou un Google se garde dans un portefeuille quasiment toute la vie, IonQ, pour l'instant, il n'y a aucune donnée qui nous indique qu'on peut garder du IonQ dans un portefeuille pendant une dizaine d'années. Ça sera peut-être le cas dans 3 à 5 ans, quand ils vont commencer à générer du revenu, quand on aura vu les applications réelles grand public du quantique, mais pour l'instant, on en est encore loin. Ce qu'on joue en mettant ces entreprises en portefeuille, c'est le fait qu'elles pourront soit être achetées par un de ces gros acteurs qui va, à mon sens, forcément gagner cette bataille du quantique également, ou alors elles pourront elles-mêmes inventer de nouveaux procédés qui feront qu'elles deviendront incontournables dans ce secteur. Donc, c'est à regarder vraiment avec attention et à avoir une allocation qui est vraiment pondérée. Ensuite, on a du 5% pour de l'ultra spéculatif, donc des penny stocks. Effectivement, on est vraiment sur du casino parce que sur ces entreprises, on génère encore moins d'argent que celles que j'ai citées précédemment et on est vraiment sur du spéculatif, bien qu'elles font de la recherche et du développement également, mais on est encore très très loin d'application directe, donc c'est du casino, tout simplement. Et si on veut jouer la prudence, on peut aussi jouer l'ETF Quantum. Donc, je ferai une vidéo dédiée sur cet ETF pour voir ce qu'il y a dedans, parce que l'idée, c'est pas non plus d'acheter un panier de pommes pourries, mais de sélectionner les entreprises les plus intéressantes. Donc, je ferai un deep dive sur cet ETF pour qu'on voit ce qu'il y a exactement dedans, mais en tout cas, il peut être suivi comme en étant un indice, un indicateur de comment se porte le secteur du quantique. Et d'ailleurs, en fait, dans mes vidéos de vendredi, je vais faire le suivi de cet indice, mais on regardera ce qu'il y a vraiment à l'intérieur avant de l'acheter. Donc, il peut être suivi comme indicateur, mais avant de l'acheter, en se disant on va acheter toutes les valeurs du quantique, il est intéressant quand même de regarder ce qu'il y a dedans, parce que dans ce secteur-là, toutes les entreprises ne se valent pas. Dans la prochaine vidéo, on va parler du piège le plus répandu dans ce secteur. Le chiffre que tout le monde regarde, le nombre de qubits, et qui ne veut presque rien dire. Parce qu'un millier de qubits instable, c'est comme avoir 1000 voitures qui ne démarrent pas. Abonne-toi pour ne pas manquer ça. Et si cette vidéo t'a donné un angle que tu n'avais pas, partage-la, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne.